Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour débuter ce petit entretien-là, on s'était dit qu'on allait faire un petit résumé de parcours rapidement pour survoler qui es-tu, comment tu t'es rendu à ta démarche, ta pratique aujourd'hui. Fait que c'est ça, comment tu te présenterais? Parce que, il y a le titre professionnel, il y a comment on se sent dans la vie, comment tu te présentes? Dans ce contexte, déjà peut-être rappeler que je m'appelle Anna Lombert et que je suis maîtresse de conférences en philosophie contemporaine à l'Université Paris 8 en France. Et donc j'ai étudié la philosophie et puis j'ai réalisé une thèse de philosophie qui portait sur deux philosophes contemporains qui s'appellent Gilbert Simondon et Jacques Derrida, et notamment sur les questions de la technique et de l'écriture. Et puis, j'ai beaucoup travaillé aussi avec un philosophe contemporain français qui s'appelle Bernard Stiegler, qui, lui, s'était beaucoup intéressé aux technologies numériques et à leurs enjeux sociaux et politiques. On va y revenir, bien évidemment. Mais oui, donc, justement, je me demandais, pour revenir à Stiegler d'entrée de jeu, comment, dans ton parcours intellectuel, tu en es arrivé à t'intéresser à ces sujets-là, de la technique, puis de la philosophie, puis de leurs liens, et comment tu es arrivé à travailler avec Stiegler? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étudiais la philosophie, donc, et puis j'ai passé un examen en France qui s'appelle l'agrégation, qui permet ensuite d'enseigner la philosophie. Et à ce moment-là, je traversais une période de désorientation un petit peu, parce que j'avais l'impression d'avoir vraiment une passion pour la philosophie, d'avoir beaucoup appris, mais qu'en même temps, la philosophie ne me permettait pas vraiment de penser l'époque et la société dans laquelle je vivais, et notamment, pas seulement, mais notamment en raison du contexte en fait technologique et industriel numérique. Qui restait un peu impensé en fait dans la tradition philosophique, ou en tout cas dans la tradition philosophique à laquelle moi j'avais eu accès. Et à ce moment-là, j'ai rencontré donc Bernard Stiegler, d'abord par l'intermédiaire de ses livres, donc notamment par l'intermédiaire d'un livre qui s'appelle Réenchanter le monde, qui était un manifeste qu'il avait écrit avec l'association qu'il dirigeait à ce moment-là, qui s'appelle Ars Industrialis, qui s'appelait Ars Industrialis. Et puis un autre livre de Bernard Stiegler qui s'intitule De la misère symbolique. Et ces deux lectures, en fait, m'ont énormément marquée. Et elles m'ont aussi énormément marquée parce que j'ai eu l'impression que ce philosophe avait, en fait, mobilisé et forgé des concepts pour penser la situation technologique, économique et politique contemporaine. Et pour moi, donc j'avais l'impression qu'en fait, il y avait de la philosophie vivante, en fait, de la philosophie qui était en train de se faire, etc. Et ça m'a beaucoup inspirée, on va dire. Et donc, je suis allée suivre un petit peu les séminaires de Bernard Stiegler. Et puis, peu à peu, j'ai intégré l'association Ars Industrialis, donc qui était une association qui avait pour but de penser la question des technologies de l'esprit numérique notamment, et de leurs enjeux politiques. Et puis disons que progressivement j'ai participé à différents projets qui étaient menés par Bernard Stiegler dans une sorte de dialogue constant avec lui. Et puis en parallèle, j'ai fait ma thèse de philosophie parce que, disons que j'ai découvert aussi toute une tradition philosophique, notamment les pensées de Gilbert Simondon, de Jacques Derrida, qui ont énormément inspiré Bernard Stiegler, et qui pour moi, il m'a semblé vraiment nécessaire de revenir sur cette tradition pour comprendre un petit peu ces nouveaux concepts que Stiegler mettait en place. Et donc c'est un petit peu dans cette optique-là aussi que j'ai fait ma thèse. Fait que c'était un peu dans une démarche de ramener la philosophie, d'actualiser un peu la philosophie qui parfois, donc j'en comprends, on conçoit cette discipline-là un peu comme étant parfois déphasée avec le monde concret actuel dans lequel on vit. Est-ce que c'était un peu ton impression avant de rencontrer Stiegler et son C'était un peu mon impression, effectivement. Alors après, je voudrais pas l'universaliser, mais en tout cas, de fait, moi, c'était ce que je ressentais. J'avais l'impression d'avoir affaire à toutes sortes de textes, tous aussi passionnants les uns que les autres, mais pas forcément ajustés à l'époque dans laquelle je vivais. Et quand je lisais des travaux sur l'époque contemporaine, c'était plutôt des travaux d'autres disciplines, de sciences humaines, d'histoire, d'économie, de sciences politiques, de théorie des médias, etc. Mais en philosophie, c'est vrai que c'est vraiment Bernard Stiegler qui m'a apporté la conceptualité dont j'avais besoin à ce moment-là. Voilà.
Puis justement, on te reçoit pour notamment discuter de ton dernier livre, Bêtise artificielle, de la bêtise artificielle. Je me demandais, suivant ce filon-là, qu'est-ce que la philosophie peut amener dans une réflexion autour de l'intelligence artificielle? Parce que, bon, ça va être écrit dans le titre, là, mais le livre traite d'intelligence artificielle. Comment la philosophie peut nous aider à réfléchir ces enjeux-là? Oui, c'est une bonne question, mais disons qu'en fait, moi je pense qu'il y a il y a deux aspects qui sont importants à prendre en compte pour répondre à cette question. Bon, le premier aspect, c'est c'est d'envisager un petit peu la philosophie comme une discipline ou en tout cas une pratique plutôt qui s'interroge aussi sur le sens, la signification des mots. Donc quand on parle d'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on veut dire en fait? Qu'est-ce que l'intelligence? Qu'est-ce que l'artifice? Quels sont les rapports entre les deux, etc. Et le fait, donc la philosophie dans cette mesure peut nous permettre de déconstruire un petit peu un certain nombre de notions, et on y reviendra tout à l'heure, qu'on utilise couramment pour parler des dispositifs technologiques et numériques qui nous entourent et qui sont pas forcément les bonnes notions, ou du moins qui peuvent poser un certain nombre de problèmes et qui parfois sont issus de certaines idéologies aussi, donc de certains discours qui sont forgés pour nous tromper, nous manipuler, etc. Et la philosophie va avoir une fonction critique en fait par rapport à ces discours. Donc ça, c'est un premier point qui me semble très important. Le deuxième point, c'est en réalité quand on remonte à l'origine de la philosophie, de ce qu'on appelle la philosophie occidentale, disons, et notamment au texte de Platon, et c'est pour ça que j'en parle dans le livre, on se rend compte que la question des révolutions technologiques, en fait, elle a toujours été d'une certaine manière au cœur des interrogations philosophiques, parce que précisément le contexte dans lequel Platon écrit, c'est aussi un contexte de révolution technologique d'une certaine manière, puisque c'est le contexte de la diffusion plus ou moins massive de l'écriture alphabétique, donc d'un nouveau système d'écriture qui va interroger Platon en fait. Et dans un des dialogues que je cite dans le livre, le Phèdre, la question c'est vraiment une des questions posées dans ce dialogue, parce que tout le dialogue ne porte pas du tout sur cette question, mais une des questions posées dans ce dialogue, c'est la question de la manière dont l'écriture va transformer les façons d'apprendre, de penser, le rapport au savoir et aussi ces enjeux, on va dire, sociaux, politiques. Et donc, en fait, Platon, d'une certaine manière, s'interroge sur une révolution technique. Donc, si on voit la philosophie un petit peu de cette manière, on se dit qu'aujourd'hui, il faut renouveler, réactualiser toutes ces interrogations dans l'époque qui est la nôtre, quoi, sachant qu'il y a beaucoup de manières de le faire et que la manière dont je le fais est une manière parmi d'autres, quoi. Voilà. Il y a deux concepts dont tu parles souvent, la techné, comme le mot grec, puis pharmacon. Est-ce que tu pourrais rapidement nous informer sur ces deux notions-là, ces deux mots-là, puis comment ils sont actualisés aujourd'hui, comment tu vois le rapport avec la technologie de l'intelligence artificielle en particulier? Oui, tout à fait. Alors en fait, le concept de pharmacon, c'est un concept c'est le mot en réalité qui a donné le terme de pharmacie en français aujourd'hui et qui est parfois traduit par médicament. Et en fait, dans ce dialogue de Platon dont je parlais, le Phèdre, Platon utilise cette notion pour décrire la technique de l'écriture, justement, en disant l'écriture est un pharmacon parce que, il dit pas exactement comme ça, mais je résume, parce que elle sert de remède à la mémoire. En réalité, il raconte le mythe égyptien de l'origine de l'écriture, dans lequel le dieu égyptien Thoth, qui a, inventé l'écriture, présente son invention, donc l'écriture, comme un remède pour la mémoire. Et donc le terme utilisé est le terme de pharmacon, et donc l'écriture est censée être un remède pour la mémoire parce que tout simplement elle va permettre d'extérioriser la mémoire dans des supports matériels inertes qui vont durer dans le temps, alors que nous, nos mémoires de vivants sont éphémères, on oublie très vite, on se rappelle jamais exactement des choses dont on doit se souvenir, etc., etc. Donc l'écriture, la technique est présentée comme un remède. Et puis en fait, dans sa lecture contemporaine de ce texte, donc Jacques Derrida, qui a commenté ce texte dans un article en fait qui date de 1968, Jacques Derrida s'est beaucoup interrogé sur ce terme de pharmacon en disant attention, parce qu'on le traduit par médicament, mais peut-être que cette traduction est un peu trop rapide, parce qu'en fait, pharmacon en grec, ça veut aussi dire le poison. Et dans le dialogue de Platon, de fait, le roi des Égyptiens auquel le dieu a présenté son invention lui répond « Tu crois avoir inventé un remède, mais tu te trompes,
En réalité, c'est un poison, puisque quand les citoyens, quand les individus auront extériorisé leur mémoire dans les supports écrits, eh bien, ils ne feront plus l'effort de se remémorer par eux-mêmes. Autrement dit, ils perdront la mémoire. Donc, tu n'aides pas, tu ne soutiens pas la mémoire, mais tu dépossèdes les vivants de leurs facultés mémorielles, en fait. Et donc, on voit bien que dans ce texte, le pharmacone, d'une certaine manière, c'est à la fois le remède et le poison. Et Jacques Derrida insiste beaucoup là-dessus en disant, attention, c'est un terme intrinsèquement ambigu, ambivalent. Et par la suite, Stigler, Bernard Stiegler, qui a lui-même lu Jacques Derrida, puisqu'il avait travaillé avec lui, Bernard Stiegler donc reprend ce concept de pharmacone pour dire finalement cette ambivalence, c'est celle de toute technologie, pas seulement de la technique de l'écriture, mais de tout système d'enregistrement et de toute technologie en général. Autrement dit, la technologie qui semble nous augmenter peut aussi nous diminuer. Ce qui s'apparente à un remède implique aussi potentiellement une délégation de certaines capacités, etc. Et Bernard Stiegler reprend en fait cette question-là pour relier cette notion de pharmacone avec la notion de techné dans un geste qui consiste à remettre en question l'opposition un peu philosophique, un peu traditionnelle entre la techné et l'épistémé. Donc la technique, l'aspect pratique, matériel, et puis le savoir qu'on a plutôt tendance à associer à quelque chose d'immatériel, d'intelligible, la conscience, la pensée, etc. Et en fait, Stigler soutient que cette opposition entre techné et épistémé, il faut la dépasser. Et il faut comprendre que toute technologie, toute technique, tout dispositif matériel, disons, tout support d'enregistrement, en fait, est constitutif du savoir, est constitutif de la pensée plus généralement, est constitutif de l'esprit, on pourrait dire. Donc, en fonction de la manière dont ces supports techniques vont évoluer dans le temps, nos capacités psychiques, nos capacités mémorielles, nos capacités imaginatives, nos capacités de réflexion, nos capacités de pensée, elles vont évoluer aussi, en fait. Donc, d'une certaine manière, c'est un dépassement de l'opposition très traditionnelle entre pensée et technique, entre humain et machine, etc., etc. C'est de voir au-delà de cette dichotomie qu'on sous-entend souvent. Puis comment aujourd'hui ce dépassement s'illustre dans la réflexion autour de l'intelligence artificielle? Alors, disons que moi, la manière dont j'essaye de poser ce problème aujourd'hui, c'est de la manière suivante. J'essaye de dire, en réalité, si nous ne sommes pas des humains fermés sur nous-mêmes, des pensées ou des consciences fermées sur nous-mêmes, cela veut dire que les révolutions, ou disons plutôt les évolutions technologiques et industrielles contemporaines, nous transforment en fait, transforment nos esprits. Et donc, j'essaye de me demander comment elles le font, tout simplement. C'est-à-dire, quelles sont les capacités que nous allons déléguer à ces technologies-là. Est-ce que c'est dangereux ou non? Est-ce que ces technologies-là vont avoir un effet en retour sur nos esprits? Et quand j'entends esprit, je l'entends pas, quand je parle d'esprit, j'entends pas ce terme seulement au sens individuel, mais aussi au sens collectif. Parce que l'esprit, évidemment, ça renvoie à nos capacités mentales, psychiques, intellectuelles, mais ça renvoie aussi à l'intelligence collective, en fait, à nos relations sociales, à nos relations collectives, et à la culture collective que nous nous transmettons de génération en génération, mais aussi entre les générations, etc., etc. Et donc, la question que j'essaye de poser, c'est finalement, comment ces nouveaux dispositifs technologiques et industriels vont venir bouleverser, en fait, la manière dont nous transmettons et partageons nos savoirs, et aussi la manière dont nous pensons, dont nous réfléchissons et dont nous nous relions les uns aux autres, en fait. Puis, sans nécessairement, j'imagine, tomber dans un refus de la technique, parce que si on revient à l'analogie de l'écriture alphabétique, ça n'a pas nécessairement été... ça a été utilisé de toutes sortes de manières par différents acteurs supportant différentes idéologies. Fait que ça serait quoi comment mettre ça en relation avec l'IA aujourd'hui? Est-ce que tu suggères qu'il n'est pas question de refuser l'IA en bloc, mais plutôt de la réfléchir autrement? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'une certaine manière, l'écriture alphabétique, en l'occurrence, elle a été adoptée socialement et politiquement. Par exemple, on dit toujours que Platon rejette l'écriture parce que c'est un danger pour la mémoire, etc. C'est vrai, mais Platon a aussi fondé l'Académie, qui est une sorte d'école, pourrait-on dire, dans laquelle il va s'agir de pratiquer l'écriture.
en apprenant, je ne sais pas, voilà, les techniques de l'écriture, de la lecture, de la grammaire, etc. La philosophie elle-même est une discipline qui s'appuie sur l'écriture. Donc en fait, et puis par ailleurs, l'écriture a aussi été adoptée par de nouvelles institutions politiques. Ça, c'est l'historien Jean-Pierre Vernant qui décrit très bien ça dans un livre qui s'appelle Les origines de la pensée grecque, qui date de 1962, me semble-t-il. Et Jean-Pierre Vernant et Jacques Derrida sont deux figures intellectuelles qui échangeaient beaucoup aussi. Donc c'est important de mettre en relation en fait les réflexions de Derrida sur l'écriture avec les réflexions plus historique et anthropologique de Jean-Pierre Vernant. Et en tout cas, ce que montre Jean-Pierre Vernant, c'est que l'organisation politique aussi a changé et que, disons, l'écriture a rendu possible la publication des lois et éventuellement aussi leur critique par les citoyens, à condition que les citoyens, évidemment, aient appris à lire et à écrire, etc. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une période très particulière à cet égard, parce que nous vivons aussi une révolution technologique et en plus, c'est une révolution industrielle et pas seulement technique ou technologique aujourd'hui. Mais disons que cette révolution-là, elle n'a pas encore été adoptée en réalité, parce qu'elle est extrêmement rapide. La révolution, entre guillemets, pardon, hein, je ne sais pas si le terme de révolution est le bon. Mais bon, disons que le développement très rapide des technologies numériques a commencé dans les années 90, avec le web, Internet, etc. Puis, bon, il y a eu une sorte de grande bifurcation avec l'avènement des plateformes, des réseaux sociaux, et puis à nouveau une nouvelle bifurcation avec le déploiement très massif des intelligences artificielles génératives, ces technologies-là, en fait, notamment les réseaux sociaux commerciaux et l'intelligence artificielle générative, ce sont des technologies, en réalité, ce sont des services numériques, ce sont des produits numériques qui ont été conçus, développés par un certain nombre d'entreprises privées, dont une grande partie vient de la Silicon Valley, mais qui n'ont pas été réfléchis collectivement. Il n'y a pas eu de délibération collective au sujet de savoir comment nous pouvions les adopter, comment nous allions transformer nos droits, nos institutions, comment nous allions inventer de nouveaux savoirs, etc. Donc, ce sont des choses qui sont en cours, évidemment, mais c'est pas encore fait d'une certaine manière. Donc c'est la raison pour laquelle il ne s'agit pas du tout d'être technophobe. Il s'agit de se demander comment collectivement nous allons réussir à adopter ce nouveau milieu technologique et industriel, avec des nouvelles règles de droit et puis avec des nouvelles institutions et en pratiquant de nouveaux savoirs aussi. Voilà. Et comme nous sommes dans cette période de transition, eh bien, il y a aussi de nombreux dégâts, de nombreux risques, parce que quand les technologies se déploient de manière très massive, en court-circuitant un petit peu justement les savoirs sociaux et voilà les cultures collectives, eh bien, il peut y avoir un certain nombre de problèmes qui se posent. Et donc, moi, je pose un certain nombre de ces problèmes dans le livre. Voilà. Ouais. Ben, notamment dans ces nombreux problèmes-là, pour revenir à l'importance des mots qu'on emploie, des concepts mobilisés, puis de ce qui sous-entendent comme de ce qui sous-tendent comme idéologie, comme manière de voir le monde. Il y a intelligence artificielle que tu remets en question assez frontalement dans le titre. Tu suggères une alternative qui est automate, du moins investir l'idée d'automate, de produits, de services, comme tu as dit. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu cette suggestion? Oui, tout à fait. En fait, moi, je soutiens que le terme d'intelligence artificielle, en réalité, c'est pas un terme ni philosophique ni scientifique. C'est un terme promotionnel. Donc, j'explique un petit peu tout ça dans le livre, qui a surtout vocation à attirer un certain nombre de financements pour pouvoir effectuer un certain nombre de recherches dans le champ, voilà, de l'informatique, des réseaux de neurones, de l'apprentissage automatique, etc. Et qu'en fait, ce terme nous conduit assez vite à anthropomorphiser les machines, donc à croire qu'en fait, on a en face de nous des doubles des humains qui auraient une conscience, une pensée, une intelligence, des intentions, des émotions, etc. Alors même qu'on ne sait pas très bien ce que c'est la plupart du temps, mais voilà. Donc on va parler d'intelligence artificielle ou d'agents conversationnels comme si on était face à des doubles des humains. En réalité, c'est pas du tout ça qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a affaire à un nouveau processus d'automatisation d'une certaine manière. Et donc, moi, c'est la raison pour laquelle je préfère parler d'automate computationnel ou d'automate numérique, parce que ça nous permet de réinscrire les évolutions technologiques industrielles en cours dans une histoire beaucoup plus longue, qui est l'histoire de l'automatisation. Et notamment, l'automatisation, disons, l'idée que l'on se fait habituellement de l'automatisation, c'est la machine-outil et l'automatisation, disons, des savoir-faire dans des machines-outils, des automates mécaniques.
Et bon, cette idée n'est peut-être pas, disons, ne représente peut-être pas l'automatisation en général. On pourrait en discuter parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'autres automates, bien plus anciens, etc. Mais disons que c'est important de voir qu'avec la première et la seconde révolution industrielle, on a affaire à une phase d'automatisation des savoir-faire, c'est-à-dire à l'extériorisation des savoir-faire dans des machines-outils qui vont permettre la production de marchandises à la chaîne, etc., dans le travail à la chaîne, la division industrielle du travail, la production standardisée de toutes sortes de marchandises, et aussi une dépossession, disons, des savoir-faire artisanaux et une forme de prolétarisation. Si on reprend ce terme, qui est un terme en fait qui vient de Marx, mais que Bernard Stiegler a repensé un petit peu après Marx. Et donc Bernard Stiegler soutient que la prolétarisation, c'est le fait d'extérioriser un savoir dans un dispositif automatique, mécanique, sans avoir la possibilité de réintérioriser ce savoir en retour. Donc du coup, c'est une sorte de perte de savoir, de délégation de savoir. Et donc moi, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que aujourd'hui, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, en fait, c'est un nouveau processus d'automatisation où ce qu'on extériorise, ce ne sont plus seulement nos savoir-faire, nos savoirs pratiques, nos savoirs gestuels, mais ce sont nos savoirs pensés, nos savoirs intellectuels, nos savoirs théoriques. Et nous les extériorisons non plus dans des machines mécaniques, ou dans des machines-outils, mais dans des systèmes algorithmiques, dans des systèmes computationnels qui effectuent pour la plupart des calculs statistiques ou probabilistes sur des quantités massives de données et qui prédisent des réponses probables en réalité. Mais vous savez comme moi que en fait le savoir n'est pas une réponse probable. Quand on sait quelque chose, bien souvent c'est très improbable. Tout savoir en réalité est très improbable. Donc du coup le risque, si vous voulez, c'est que c'est une destruction aussi des savoirs à travers leur réduction à des systèmes de calcul probabilistes. Voilà. En fait c'est peut-être pas tant dans le fait même d'offrir un calcul probabiliste, mais peut-être de le vendre comme n'en étant pas un, en fait. Parce qu'on nous vend souvent ça comme on emploie le mot d'intelligence qui est beaucoup plus vaste, qui est beaucoup plus complexe. Comment vous définiriez l'intelligence? Ou quelles sont les définitions qui sont suggérées par différents penseurs, philosophes? C'est trop compliqué pour moi de répondre à cette question-là parce que vraiment, ça change en fait selon les philosophies, selon les écoles, etc. Il n'y a pas vraiment, je dirais, de définition unifiée. Ce que je voudrais juste dire, c'est que moi, un point auquel je tiens sur cette question, c'est que je me méfie vraiment de celui ou celle qui viendrait définir l'intelligence, parce qu'évidemment quand on définit l'intelligence, quand on essaie de la mesurer, de l'objectiver, c'est aussi une manière d'exclure certaines personnes, d'en valoriser d'autres, etc. Mais surtout, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que nos intelligences, et quelle que soit la définition que l'on donne à ce terme, elles évoluent avec les dispositifs médiatiques qui nous entourent, en fait. L'intelligence associée à la technique de l'écriture ou l'intelligence associée à la technique de l'imprimerie ou celle associée aux médias audiovisuels ou celle associée aux médias numériques, pour moi, ce sont pas les mêmes types d'intelligence au sens où ce sont pas les mêmes manières de penser, en fait. Et donc, je pense qu'il faut vraiment, quand on parle de l'intelligence, il faut éviter d'avoir une vision substantielle de la chose et de se dire, tiens, c'est l'attribut de tel ou tel individu. Non, en fait, c'est l'attribut d'un système qui implique toujours plusieurs individus. L'intelligence, elle est aussi collective, elle est sociale. Il n'y a pas d'individu. D'ailleurs, l'individu, ça n'existe pas. Un individu est toujours en relation avec d'autres individus. Donc, son intelligence n'est pas quelque part dans sa tête ou dans ses neurones. C'est dans les relations. D'ailleurs, on dit en français être en bonne intelligence. Ça veut bien dire qu'il s'agit de s'entendre, en fait, de se comprendre, et que l'intelligence, c'est d'abord ce phénomène, ce processus, cette activité sociale et collective. Mais cette activité sociale et collective, elle est toujours médiatisée par un milieu technique, technologique, médiatique. Et ce milieu-là, artificiel, en fait, il va conditionner aussi la manière dont on se transmet et dont on transforme les symboles communs, collectifs, et donc dont on partage en fait l'intelligence, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Fait qu'au final, pour revenir au fait que l'intelligence artificielle, c'est un terme publicitaire, promotionnel, pour attirer les investissements. Puis dans le livre, ou du moins dans les interventions autour du livre, tu parles beaucoup de l'historique de cette publicité autour de l'intelligence artificielle. Dans les balbutiements de ces technologies-là, on remonte dans les années 50. Peux-tu un peu nous faire un petit point de touche rapidement sur la nuance symbolique, connexionniste,
toute cette mouvance-là, puis aussi avec la cybernétique, puis comment ça entre en relation avec des réflexions d'ordre plus philosophique sur les médias, etc. Ce qu'on peut dire de manière vraiment un peu rapide et un peu grossière, mais disons qu'effectivement, la manière dont on raconte traditionnellement l'histoire de ce champ technoscientifique de l'intelligence artificielle consiste à distinguer deux courants, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle symbolique et ce qu'on appelle l'intelligence artificielle connexionniste. Et l'une des différences qu'on peut faire entre les deux courants consiste à dire que l'intelligence artificielle symbolique consiste plutôt, va plutôt reposer sur des programmes algorithmiques, donc des suites d'instructions qui vont être exécutées par des machines. Voilà. Et l'intelligence artificielle connexionniste, à l'inverse, elle se base vraiment sur les réseaux de neurones, donc qui ont été inventés en réalité, dont le principe a été inventé par certains cybernéticiens dès les années 40. On date souvent l'origine de cette invention en 1943 dans un article avec un article de McCulloch et Pitts et qui modélise en fait d'une certaine manière qui prétendent en tout cas modéliser le fonctionnement des neurones et à travers donc des fonctions mathématiques. Et puis en fait cette technologie-là ne va pas véritablement fonctionner. Au départ, ça reste quand même des modèles mathématiques. Et puis c'est quand on va être capable d'accumuler beaucoup plus de données et de développer des réseaux de neurones multicouches qu'on va pouvoir, mettre en œuvre véritablement ce type de technologie, ces réseaux de neurones formels multicouches, qui permettent en fait de faire des calculs sur un certain nombre de données, mais sans, et c'est ça qui est très important, sans exécuter une suite de règles. En fait, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est plutôt que le dispositif a un objectif à atteindre et qu'en fait, il va réduire plus ou moins sa marge d'erreur au fur et à mesure en fonction. C'est un petit peu comme un système de récompense en fait, en fonction de la manière dont on évalue le résultat final, le système va s'adapter pour se rapprocher le plus possible de son objectif en transformant, en adaptant plutôt ces paramètres. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, les IA génératives auxquelles nous avons affaire aujourd'hui, elles sont basées sur ce type de technologie-là, donc des réseaux de neurones multicouches, mais aussi toutes sortes d'autres technologies, notamment, les grands modèles de langage ou les grands modèles de fondation sont basés aussi sur ce système d'espace latent, de vectorisation, etc., qui permet en fait de rapprocher certains éléments, donc par exemple des lettres, des mots, des phrases les uns avec les autres pour produire des suites de signes probables. Mais disons qu'en fait, ils n'exécutent pas un programme. Donc c'est la différence en fait avec l'intelligence artificielle symbolique, et c'est la raison pour laquelle bien souvent, ces technologies-là, qui fonctionnent donc selon les principes d'intelligence artificielle connexionniste, sont beaucoup moins facilement explicables et on n'arrive pas forcément à retracer le chemin par lequel la machine est passée pour nous donner le résultat, parce que quand les couches de neurones deviennent très 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 nombreuses et que les calculs sont extrêmement nombreux, c'est pas forcément c'est moins facile, de le rendre intelligible pour un humain. Mais ce qu'il faut bien retenir, si vous voulez, c'est que d'un côté comme de l'autre, ce sont des systèmes qui sont basés sur des fonctions mathématiques ou sur des instructions logiques, si vous voulez. Mais ces systèmes-là n'ont rien à voir ni avec la manière dont nous pensons, dont nous réfléchissons, dont nous interprétons, ni avec la manière dont fonctionne, entre guillemets, notre cerveau, qui précisément ne fonctionne pas en réalité. Et donc le chercheur qui a très bien montré ça, selon moi. Il s'appelle Giuseppe Longo. Il a une formation en mathématiques. Il est aussi théoricien de la biologie. Il a beaucoup travaillé dans le champ de l'informatique, de la logique, etc. Et dans son livre qui s'appelle Le cauchemar de Prométhée, il insiste vraiment sur la différence entre le cerveau, qui est un organe vivant, et puis ses fonctions mathématiques en réalité. Et donc, s'il y a eu si certains chercheurs se sont inspirés des connexions neuronales pour produire ces fonctions mathématiques qu'on appelle aujourd'hui des réseaux de neurones, et si certains autres chercheurs se sont inspirés de certaines opérations cognitives pour développer les instructions logiques qui fonctionnent dans les machines informatiques, en réalité, ces modèles-là, le modèle de la pensée ou le modèle du cerveau ne sont que des modèles.
Donc, on n'a pas du tout affaire aujourd'hui à des cerveaux électroniques ou à des pensées machiniques. Hein. Toutes ces manières de parler sont complètement métaphoriques. Et donc, moi, j'essaye de vraiment... Trompeuse aussi. Et trompeuses aussi, parce que comme vous disiez tout à l'heure, si on parle de cette manière-là, ensuite on a l'impression d'avoir affaire à une pensée. Alors qu'en fait, on a simplement, et c'est déjà énorme, hein, mais on a affaire à des calculs probabilistes. C'est pas pour dire que c'est mieux ou que c'est moins bien, c'est pour dire que c'est pas la même chose, parce que nous, quand nous pensons, nous ne faisons pas des calculs probabilistes. C'est-à-dire que moi, là, quand je vous parle, je suis pas en train de faire des calculs probabilistes très complexes sur tout ce que j'ai entendu auparavant, sans quoi j'arriverais même pas, je veux dire, je suis incapable de les faire de toute façon, ces calculs mathématiques. Donc à moins qu'ils se fassent quelque part dans ma tête, je sais pas, mais alors là, c'est une hypothèse complètement métaphysique. Donc du coup, je pense que, voilà, ce qui est très important, c'est de se demander ce que ces machines-là font à nos cerveaux et à nos esprits, et d'éviter de tomber dans des analogies ou des comparaisons un petit peu trop métaphoriques, selon moi. J'interromps rapidement cette petite entrevue pour vous faire la promotion de notre Patreon. Si jamais vous aimez ce qu'on fait puis vous voulez supporter Masse, le lien est dans la description. Et puis en plus, si vous faites ça, vous avez en primeur des reportages et des entrevues qu'on a fait. Par exemple, en ce moment, il y a ce que j'ai derrière moi déjà disponible sur le Patreon. C'est un reportage qu'on a fait sur le renouveau du nucléaire au Canada. L'IA, le nucléaire, deux technologies aussi prometteuses que destructrices. Et puis c'est disponible dès maintenant sur Patreon. Donc si jamais vous voulez avoir du Masse en primeur, vous pouvez nous supporter. Je voulais prendre un petit moment aussi pour remercier tous celles et ceux qui ont rejoint le Patreon. On est plus de 10 000 déjà. Non, mais pour de vrai, merci à ceux qui nous supportent. Et puis, je vous laisse avec Anna Lombert. Ciao. Pour revenir sur l'analogie, tu proposes de réfléchir l'IA autour du paradigme organologique au lieu du paradigme analogique. À quoi ça rime tout ça? Comment tu t'expliques cette idée-là? C'est très simple et c'est tout à fait lié avec ce que je viens de dire. En fait, le paradigme analogique, il consiste à comparer, à faire des analogies entre des organismes vivants ou des organes vivants, par exemple le cerveau, ou des activités vivantes, par exemple la réflexion, la mémoire, l'imagination, la pensée, et puis des dispositifs algorithmiques, technologiques, industriels. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui des intelligences artificielles qui fonctionnent en fait sur la base d'infrastructures matérielles, industrielles, comme des centres de données, des câbles, des satellites, de l'électricité, de l'eau, etc., etc. Bon. Et donc, en fait, on fait des analogies entre ces choses-là, en se disant, tiens, est-ce que ces systèmes fonctionnent comme notre cerveau? Est-ce que ChatGPT pense à conscience, à des émotions, etc. Bon. Et moi, je pense que c'est pas du tout une bonne manière de penser les choses. Et donc, je propose un autre paradigme, qui est le paradigme organologique, qui, lui, s'intéresse à la manière dont ces organes artificiels, ces organes techniques, transforment nos organismes vivants, en fait. Et donc là, je m'appuie sur des philosophes comme Georges Canguilhem, notamment, comme Gilbert Simondon, et puis aussi, évidemment, comme Bernard Stiegler, qui ont vraiment insisté sur l'idée selon laquelle ces dispositifs techniques, technologiques, industriels, en fait, ce sont des organes exosomatiques, ce sont des organes qui sont hors de nos corps vivants, mais qui vont avoir des effets en retour sur nos corps et sur nos pensées. Et donc, l'organologie, en fait, elle ne considère pas un humain et une technologie séparée qu'il s'agirait de comparer, mais elle considère un tout, c'est-à-dire un vivant dans son milieu qui est transformé en permanence par son milieu technologique et industriel. Voilà. Il y a la mise en garde que tu fais autour des agents conversationnels. Puis tu as notamment nommé Winnicott avec toute l'idée de la doudou, de l'objet transitionnel. Je trouvais ça assez intéressant. Je me demandais si tu pouvais rapidement nous parler de ça. Puis je pense aussi que tu parlais du miroir avec Derrida, Narcisse. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur les agents conversationnels? Disons qu'en fait, il y a une petite partie du livre, effectivement, qui porte sur un phénomène qui est en train d'ailleurs de se généraliser un petit peu, qui est celui des agents conversationnels utilisés comme compagnons ou compagnes virtuelles. C'est-à-dire ces entreprises qui nous proposent en fait des services où on peut en fait se fabriquer une sorte d'avatar avec lequel on va pouvoir échanger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l'écrit, à l'oral, etc. Donc par exemple l'entreprise Replica ou l'entreprise Caractère AI, etc. Et donc
moi, je me suis vraiment interrogée, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on est en train de parler à ces agents, qui en fait ne sont pas des agents, parce que comme je disais tout à l'heure, sont des systèmes computationnels qui font des calculs sur des quantités massives de données et qui génèrent des suites de signes probables. Et donc, je me suis demandé, finalement, à qui on parle? Parce qu'on a l'air d'être en train de parler à quelqu'un, mais en réalité, il n'y a pas une personne là derrière. Ce sont simplement sur la base de toutes nos données, sur la base éventuellement de tous les contenus qui sont dans nos messageries, ou sur les réseaux sociaux. On va avoir des algorithmes qui vont calculer des suites de signes probables pour nous renvoyer des réponses adaptées. Ces algorithmes, bien sûr, ils ont été entraînés auparavant pour envoyer tel ou tel type de réponse, employer tel ou tel type de ton, nous amener dans tel ou tel type de direction. Bref, donc il n'y a personne. Et pourtant, on emploie la deuxième personne du singulier, on s'adresse à ces machines, à ces systèmes, à ces services, comme s'il y avait quelqu'un. Et donc ça m'a beaucoup interrogée, aussi parce que ces systèmes parlent à la première personne du singulier, ils disent « je ». Et que nous, traditionnellement, quand on entend le « je », on a l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui a la capacité de faire référence à lui-même, qui a une forme de réflexivité, d'intériorité. Donc forcément, on tend à anthropomorphiser ces dispositifs. Et en réalité, ce à quoi nous avons affaire, c'est simplement une sorte de reflet algorithmique de nous-mêmes. C'est-à-dire que la machine, elle nous renvoie des messages adaptés à ce que nous lui avons demandé. Donc elle fait des calculs sur nos données. Donc finalement, c'est une sorte de double numérique de nous-mêmes auquel nous allons avoir affaire. Mais ce double numérique de nous-mêmes, nous allons lui parler comme si c'était quelqu'un d'autre. Et certaines personnes vont même finir par tomber amoureux ou amoureuses de leur compagne ou de leur compagnon virtuel. Et il y a certains exemples certains cas de ce type-là qui ont été documentés dans les médias. Bon, et là, je me suis dit, en fait, ça fait penser au mythe de Narcisse, qui lui aussi est face à son reflet dans l'eau et ne reconnaît pas son reflet comme son reflet. Il croit que c'est quelqu'un d'autre, et il tombe amoureux de cette personne qui en fait n'existe pas, n'est personne, n'est que le reflet de lui-même. Et donc je me suis dit, c'est quand même très intéressant parce que là on est en train de généraliser à travers ces services numériques-là cette impasse narcissique en fait à des quantités quand même assez importantes de population. Donc il faudrait peut-être s'interroger là-dessus, ça c'est la première chose, et c'est-à-dire à ces nouvelles formes d'attachement en fait, sachant qu'il y a ici une sorte d'économie de l'attachement. Certains parlent d'un piratage de l'attachement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'en réalité, il y a toutes sortes de fonctionnalités dans ces agents conversationnels qui sont faites pour manipuler un petit peu les émotions des utilisateurs et des utilisatrices. Par exemple, le fait qu'elles emploient la première personne du singulier, je l'ai déjà dit, ça nous invite à les anthropomorphiser. Bon, si elles parlaient pas en employant le « je », peut-être qu'on n'aurait pas forcément envie de leur confier tous nos secrets. Bon, et puis par ailleurs, le fait que ces dispositifs souvent nous relancent en permanence, nous disent « ah tu n'as pas une autre question, veux-tu plus de précision ?» Ça c'est aussi une manière de nous maintenir connectés le plus longtemps possible sur le service. Et puis le fait qu'elles aillent aussi beaucoup dans notre sens. Bien souvent, les chercheurs qui ont étudié ce phénomène parlent de flagornerie. Ils soutiennent qu'en fait, beaucoup de chatbots ont tendance à nous renforcer dans nos opinions. Donc finalement, être toujours d'accord avec nous, être toujours de notre côté. D'ailleurs, c'est le slogan de l'entreprise Replica. C'est l'une des phrases promotionnelles que l'on peut lire sur leur site. L'agent conversationnel est censé être toujours de votre côté. Donc ça montre bien qu'en fait, ces dispositifs-là sont faits pour nous enfermer avec nous-mêmes d'une certaine manière et pour nous maintenir aussi connectés le plus longtemps possible. Et puis, évidemment, une entreprise privée, c'est vraiment génial si tous les utilisateurs ou utilisatrices peuvent tomber amoureux ou amoureuses de son produit, parce que ça veut dire que d'une certaine manière, elle exerce un pouvoir assez considérable sur eux. Donc, je pense que voilà, cette nouvelle économie de l'attachement qui est en train de se mettre en place, elle pourrait être dangereuse, notamment parce qu'elle risque de nous couper de nos relations sociales avec les autres, parce que les autres ne sont pas toujours d'accord avec nous, ne sont pas disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parfois n'ont pas envie de nous écouter, etc., etc., nous forcent à nous remettre en question, à nous transformer, ça demande un effort. Donc le risque, c'est que ces entreprises qui produisent des chatbots, en fait, s'appuient sur nos vulnérabilités psychiques et nous désocialisent, en fait. Et la dernière chose peut-être que je peux ajouter là-dessus pour ne pas y passer trop de temps, c'est effectivement cette idée
d'objets antitransitionnels que j'ai développés dans le livre à partir des réflexions de Donald Winnicott, qui était un psychanalyste qui s'occupait en fait des enfants et qui a beaucoup étudié la relation entre l'enfant et sa maman, le bébé et sa maman, et qui parlait d'objets transitionnels pour décrire le doudou justement, et le fait que l'enfant va s'attacher à voilà une poupée, une peluche, un bout de couverture, de torchon, etc., qui va devenir son doudou, et il va s'attacher à ce doudou pour parvenir en fait à se détacher de sa maman d'une certaine manière. Hein. Je grossis un peu les traits, mais disons que l'objet transitionnel, c'est ce qui permet de passer de l'état d'union avec la maman à un état de séparation. C'est pour ça qu'on parle d'objet transitionnel. C'est la transition entre deux états différents pour le petit enfant, et le petit enfant s'attache à ce doudou et apprend donc à se séparer, à négocier cette séparation. Et une fois qu'il est séparé, eh ben, il va pouvoir rentrer en relation. Parce que pour pouvoir rentrer en relation, il faut pas fusionner. Si vous êtes identiques l'un à l'autre, vous pouvez pas entrer en relation en réalité. Il faut quand même une séparation, un écart, une différence, comme disait Derrida. Et donc, le point important ici, c'est de voir que ces dispositifs-là, en fait, ils constituent des sortes d'objets antitransitionnels parce que ils sont là toujours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez en fait les sortir à n'importe quel moment, poser n'importe quelle question, etc. Et donc il y a une sorte de négation de la séparation en réalité, et donc une sorte d'omniprésence qui empêche qu'il y ait justement de l'écart, du jeu, de la différence. Et en plus ils sont toujours d'accord avec vous, donc c'est vraiment parfait si vous voulez. Donc à mon avis ça c'est un risque parce que si on n'apprend plus à se séparer, on pourra plus non plus se relier. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette entreprise Replica, donc qui est l'une des startups qui a, développé en premier ses compagnons ou ses compagnes virtuelles, eh bien, elle a été fondée aussi avec l'idée de faire revenir quelqu'un qui était décédé, puisque la fondatrice de l'entreprise avait perdu l'un de ses très bons amis, me semble-t-il. Et donc, son idée, c'était aussi de créer un chatbot qui puisse, sur la base de tous les échanges qu'elle avait eus précédemment avec cet ami, lui renvoyer des réponses comme cet ami, d'une certaine manière, comme si cet ami était encore présent. Donc, vous voyez, ce qui a motivé, en réalité, ce service technologique-là, c'est une forme de négation de la perte, de la séparation, du deuil et de tout le travail et la transformation psychique que ces moments-là impliquent en réalité. Donc voilà, j'élabore un petit peu sur ces sujets dans le livre parce que je pense que voilà, malheureusement, si je puis dire, ces pratiques-là vont se généraliser de manière assez rapide et qu'il faut vraiment que nous y réfléchissions collectivement. Oui, parce que tu dis malheureusement, pourquoi c'est malheureux dans ta projection du futur? Tu sais, je m'en doute, moi aussi, ça me fait un peu peur, mais pourquoi on a peur de ces modifications-là? On a peur que ça affecte nos consciences, nos psychés? Parce que la capacité de se relier collectivement, c'est une capacité fondamentale. Si on n'est plus capable, par exemple, de faire attention à ce que les autres nous disent, de discuter avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, le problème, c'est qu'on va plus pouvoir s'entendre et que on vit une époque qui est une époque extrêmement violente et que le langage, la capacité à parler avec l'autre, à écouter l'autre, à se transformer avec l'autre, etc. C'est en fait ce qui est à la base, si je puis dire, c'est une manière de transposer la conflictualité, l'agressivité sur un plan symbolique, sur un plan argumentatif, sur un plan d'échanges sociaux quoi. Donc le langage en fait, c'est une manière de ne pas se taper dessus pour le dire un peu grossièrement. Donc le problème c'est que si on n'est plus capable d'avoir des relations sociales comme ça, alors qui passent pas forcément par le langage, qui peuvent passer par d'autres formes de symboles, d'autres formes de jeux, d'autres formes d'art, etc. Mais si on n'est plus capable d'avoir ce type d'échange-là avec des altérités, et non pas avec des doubles algorithmiques de nous-mêmes, je pense que
il va y avoir un certain nombre de problèmes sociaux qui vont se poser, mais qui se posent déjà aujourd'hui, puisque de toute façon, les réseaux sociaux commerciaux ont fait un très bon travail pour nous transformer en êtres pulsionnels qui ne socialisent plus nos pulsions et qui déclenchent de manière un peu rapide toutes sortes de comportements très pulsionnels, très réactifs, très compulsifs. Et moi, je crains en fait que cette tendance-là ne se poursuive et ne s'aggrave avec cette nouvelle forme d'industrialisation en fait de l'amitié ou de la socialité. Ouais, puis c'est ça en fait. Avant d'entrer dans le dernier petit chapitre de conclusion, il y avait d'autres concepts comme ça que j'aimerais approfondir rapidement. Notamment, un des titres du livre de Stigler que tu mobilises pour parler du AI slop, la misère symbolique un peu qui est comme massifiée. Donc le AI slop, ce contenu répétitif, insipide, généré massivement. Comment ça entre en relation avec la misère symbolique? Qu'est-ce qu'on entend? Oui, tout à fait. En fait, ça fait aussi le lien avec ce que je disais au début. Ce texte qui s'appelle « De la misère symbolique » de Bernard Stiegler, c'est un texte que je trouve très important et qui m'a beaucoup, qui m'a énormément touchée, transformée à l'époque où je l'ai lu, même si c'était il y a plus de 10 ans maintenant. Mais disons que ce concept me semble pertinent aujourd'hui pour penser, une nouvelle forme de misère symbolique. Parce que quand Bernard Stiegler l'utilise, c'est à l'époque de la télévision notamment. Enfin, c'est pas à l'époque de la télévision, mais c'est pour décrire les effets de la télévision. Et ce qu'il veut dire, tout simplement, je résume très vite, c'est que il y a misère symbolique quand il y a une séparation entre ceux qui produisent les symboles et ceux qui les reçoivent. Et à l'époque, donc, il parle de la télévision, donc du fait que certaines personnes vont produire les émissions de télévision et puis vont choisir quelles émissions sont produites, quels symboles sont diffusés massivement, et puis d'autres personnes vont les recevoir mais n'ont aucun moyen de dire oui mais moi je voudrais produire une autre émission, etc., etc. Un petit peu comme ce que vous faites ici. Vous en fait vous luttez contre la misère symbolique grâce aux moyens numériques, et les moyens numériques ont effectivement permis une forme de lutte contre la misère symbolique, ou du moins de dépasser cet état de misère symbolique parce que les récepteurs ont pu devenir eux-mêmes des producteurs en fait de contenu. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, ces moyens numériques sont accaparés par certaines entreprises privées qui les utilisent un petit peu avec les mêmes logiques que la télévision à l'époque, c'est-à-dire qu'on a certaines personnes qui vont concentrer entre leurs mains les moyens de production symbolique. Et ce qui se passe avec les IA génératives, moi, ce que j'essaye de montrer, c'est deux choses, si vous voulez. La première chose, c'est le risque, de nous placer dans une situation de misère symbolique, au sens où nous allons déléguer nos capacités d'expression symbolique à des machines, à des systèmes computationnels, et donc potentiellement nous allons déléguer nos capacités à nous exprimer, donc nos mémoires, nos imaginations, qui sont en fait éminemment singulières, parce que moi j'ai pas la même mémoire que vous, nous n'avons pas eu la même vie, et en fait comme personne parmi les êtres vivants n'a eu la même vie, c'est impossible, eh bien tout le monde a une mémoire différente, donc des imaginations, des désirs, des attentes différents, et donc nous sommes éminemment singuliers. Nos manières de parler, de bouger, de peindre, de photographier, de faire de la musique, etc., de faire nos activités, sont toutes très singulières les unes les autres, et donc quand nous déléguons nos expressions à ces systèmes-là, eh bien il y a des effets d'uniformisation, d'homogénéisation, parce que ces systèmes, eux, ils ne sont pas du tout singuliers. Et au contraire, c'est le contraire en réalité. S'ils fonctionnent, c'est parce que ce sont des systèmes standardisés qui font des calculs de probabilité sur des quantités massives de données et qui renforcent du coup les moyennes, qui renforcent en fait les expressions qui sont les plus répandues dans les jeux de données. Et donc, si vous voulez, il y a un effet d'élimination des singularités. Et or, ce sont les singularités qui font évoluer la culture. Par exemple, une langue, c'est nos différentes manières de parler la langue française, par exemple, qui font que la culture est diversifiée, il y a plusieurs cultures, et que la culture évolue aussi. Elle est dynamique, en fait, elle n'est pas statique, et on ne parle pas tous de la même manière. Et tant mieux, heureusement, en fait. C'est le vivant, qu'il soit, biologique ou qu'il soit symbolique, a besoin de cette diversité pour évoluer, en réalité. Et donc là, on est face à des systèmes qui risquent d'effacer toutes les singularités, parce que si, par exemple, une langue n'est pas représentée dans les jeux de données, elle disparaît, parce que les IA qu'on dit génératives, en fait, elles ne génèrent rien de nouveau. Elles reproduisent ce qui est le plus répandu. Et donc, là, à mon avis, il y a un risque de nouvelles misères symboliques, d'autant que, de plus en plus, ces IA vont elles-mêmes s'appuyer sur des contenus qui ont déjà été
produits par des IA. Donc, si vous voulez, il va y avoir un effet d'uniformisation ou de probabilisation au carré, si je puis dire, et notamment c'est ça qui donne aussi lieu à l'AI slop, donc à la bouillie d'IA, c'est-à-dire au fait que les contenus, la qualité des contenus se dégrade. Et donc, je cite un article dans mon livre qui montre en fait que quand on entraîne ces modèles sur des contenus déjà automatisés, eh bien, on obtient des résultats de moins en moins pertinents, de moins en moins satisfaisants, de moins en moins bonne qualité. Et donc, le risque, c'est qu'on se retrouve envahi en fait par ces contenus-là, et puis que du coup, on ne puisse plus identifier les contenus pertinents, signifiants pour nous. Et puis, par ailleurs, il y a aussi toutes sortes de risques idéologiques, parce qu'évidemment, en fonction des entreprises qui entraînent ces machines, eh bien, il y a certains biais idéologiques qui font que tout d'un coup, nous allons utiliser un langage pour nous exprimer, qui est un langage, en fait, qui a été conçu et, on va dire, polissé par telle ou telle entreprise selon certaines valeurs. Et donc là, on est dépossédé d'une certaine manière de nos symboles singuliers, locaux, culturels, spécifiques, quoi. Un autre et dernier petit concept que j'aimerais approfondir, c'est la prolétarisation noétique. Est-ce que ça réfère un peu à cette... on revient un peu à l'idée du pharmacon, c'est une béquille un peu qu'on finit par utiliser. Il y a des gens, déjà ChatGPT, ça devient une référence, un outil qu'on mobilise beaucoup. Pourquoi... Comment il faut s'en tenir loin? Est-ce que c'est vraiment juste, encore une fois, de revenir aux appellations trompeuses qu'il faut garder en tête, de pas appeler ça un ami, mais d'appeler ça, un dispositif probabiliste dans la poche? Je sais pas. Fait que c'est en quoi ça a un lien avec la prolétarisation noétique? Disons qu'en fait, la prolétarisation, encore une fois, c'est le moment où on va déléguer nos savoirs et nos capacités. Et donc, noétique, ça veut dire tout simplement, enfin, ce qui concerne la vie noétique, c'est ce qui concerne un petit peu la vie de l'esprit, quoi. Disons donc les activités qu'on a pour habitude d'appeler intellectuelles, mais qui en fait sont très manuelles en général aussi. Et donc, disons toutes les activités culturelles, en fait. Et donc, le risque, c'est que, à travers ces systèmes-là, on n'automatise plus seulement les savoir-faire, mais aussi les savoir-penser. Donc, par exemple, les capacités de mémoire et d'imagination qui sont à l'œuvre quand nous nous exprimons, quand nous écrivons un texte, on risque de les déléguer à ces machines et donc de ne plus les mobiliser. Et en fait, je cite une étude qui avait été prépubliée par des chercheurs du MIT qui montrait que les personnes qui utilisent ChatGPT, en l'occurrence, ne mobilisent pas certaines zones cérébrales, notamment celles qui sont associées à l'intégration du sens et à la production d'idées, et donc aux facultés en fait de compréhension et de signification. Et le risque, c'est que comme ces zones ne sont plus mobilisées, eh bien quand il s'agit ensuite pour ces personnes d'écrire un texte, en fait, elles vont avoir besoin de leur prothèse cognitive d'une certaine manière. Ça va leur demander trop d'efforts de remobiliser ces zones démobilisées et donc elles vont devenir dépendantes de la machine. Donc là, on retrouve vraiment l'idée du pharmacone parce que justement, ce médicament qui est à la fois poison et remède, Jacques Derrida proposait de l'appeler drogue. Il disait en fait on peut trouver une traduction plus adéquate que médicament, c'est la drogue, parce que la drogue c'est toujours quelque chose qui nous fait du bien, qui nous aide, qui nous soutient, sans quoi on la prendrait pas, mais c'est quelque chose aussi qui nous menace, qui peut nous détruire et dont on va devenir dépendant. Et donc là il y a le risque de dépendre complètement de ces services pour des capacités très fondamentales qui sont celles du langage, de l'écriture, etc. Donc à mon avis, effectivement, il y a ce risque de prolétarisation noétique est assez important. Ouais. Puis c'est ça. Fait que pour conclure un peu, pas tant sur une... Je veux pas faire de la petite note positive un peu bonbon, là, mais quand même essayer de regarder vers l'avant puis de voir comment on peut se mobiliser à petite ou grande échelle. Donc, c'est des durs constats que tu fais. C'est quoi les leviers à investir? Je sais que tu as notamment participé au Conseil national numérique. Je pense que Bernard Stiegler aussi était dans ces eaux-là ou a aidé, était aussi beaucoup impliqué dans des mouvements citoyens.
Tu as parlé de DSA aussi. Bon, ça va peut-être faire la traduction institutionnelle avec le contexte québécois, là. Donc, c'est quoi les projets sur lesquels tu travailles puis sur lesquels tu as l'impression d'avoir une prise un peu sur ce monde-là? Alors moi, en tant qu'individu, en réalité, j'ai pas beaucoup de prise. Donc j'ai surtout participé en réalité à des collectifs qui, eux, font des choses très intéressantes, me semble-t-il. Et donc moi, j'ai essayé à ma juste mesure de participer à ces collectifs-là. Donc j'ai beaucoup participé à l'association Ars Industrialis à l'époque où elle existait. Maintenant, elle n'existe plus malheureusement, mais qui proposait un certain nombre de choses. Puis ensuite au Conseil national du numérique pendant 4 ans, de 2021 à 2024 ou 2023. Excusez-moi, les dates sont un peu floues. Donc pendant 3 ou 4 ans. Et puis, je fais partie désormais d'une association qui s'appelle l'association Tournesol, qui fait des choses formidables aussi. Mais voilà, c'est pour dire que moi, en tant que telle, je fais pas grand-chose, mais que ces collectifs-là sont vraiment importants pour moi parce que j'ai l'impression qu'ils font évoluer en fait la situation, même si évidemment ils la font évoluer à de toutes petites échelles. Mais en réalité, quand on essaye de faire des choses intéressantes, pertinentes, signifiantes et différentes, il faut pas s'étonner de commencer à des petites échelles. Donc pour dire 2 mots, lorsque je faisais partie du Conseil national du numérique, nous avons donc j'ai copiloté un rapport sur l'économie de l'attention qui est en ligne d'ailleurs, que tout le monde peut consulter, qui décrivait justement les enjeux des algorithmes de recommandation sur les réseaux sociaux qui captent nos attentions et qui manipulent nos comportements pour en fait en faire des ressources économiques grâce aux mécanismes de la publicité ciblée, etc. Et nous avions identifié un certain nombre de leviers pour lutter contre ces mécanismes. Et l'association Tournesol avec laquelle je travaille maintenant est une association très intéressante qui a développé notamment un algorithme de recommandation collaboratif qui permet à des citoyens ou des groupes d'évaluer des vidéos, de comparer des vidéos et puis de les noter en quelque sorte. Et l'algorithme recommande les vidéos qui ont été valorisées par ces communautés de pairs d'une certaine manière. Et donc on a là l'exemple vraiment du pharmacone. Les algorithmes de recommandation qui d'habitude sont utilisés par une entreprise privée pour capter nos attentions, nous profiler et nous envoyer de la publicité ciblée et nous maintenir connectés le plus longtemps possible, eh bien là, ils sont renversés en leur contraire d'une certaine manière. C'est le côté positif du pharmacone, avec la possibilité pour les citoyens de recommander les contenus qu'ils jugent de qualité, qu'ils jugent importants, qu'ils jugent intéressants. Et l'algorithme se base sur leur jugement, sur leurs évaluations pour, recommander massivement ce type de contenu-là. Donc ça permet de lutter contre l'exploitation attentionnelle par quelques grands acteurs privés. Ça permet aussi de lutter contre les effets de la désinformation. Donc ce sont des technologies alternatives extrêmement intéressantes. Et dans le cadre du Conseil national du numérique, nous avions aussi beaucoup plaidé pour le pluralisme algorithmique, donc pour le fait d'exiger en fait de ces grandes plateformes de proposer plusieurs algorithmes de recommandation en disant après tout, puisqu'il y a des millions d'utilisateurs qui utilisent les réseaux sociaux commerciaux aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ce soit une entreprise privée qui recommande les contenus. En plus, ces plateformes ne sont pas reconnues comme des éditeurs dans la loi, elles sont reconnues comme des hébergeurs. Donc à partir de ce moment-là, ou bien leur statut doit évoluer, ou bien il faut qu'elles proposent une diversité d'algorithmes de recommandation, de même que dans une démocratie qui fonctionne bien, si je puis dire, nous devrions avoir une multiplicité de maisons d'édition, une multiplicité de journaux, une multiplicité de chaînes de télévision pour qu'il y ait une diversité des points de vue qui circulent dans l'espace public. Sans ça, ça devient très difficile de vivre en démocratie. Donc voilà, ce type de propositions, pour moi, ce sont des propositions vraiment porteuses d'avenir. Et sur les intelligences artificielles génératives en tant que telles, on pourrait très bien se demander, par exemple, est-ce que toutes les IA génératives doivent parler à la première personne du singulier ? Parce que après tout, on pourrait très bien se dire qu'il s'agit là d'une fonction trompeuse, en fait, manipulatoire. Et comme le DSA, donc le règlement européen sur les services numériques, interdit les fonctionnalités trompeuses dans le cas des réseaux sociaux commerciaux, on pourrait peut-être aussi les interdire dans le cas des IA génératives ou des chatbots. Donc il y a plein de choses à faire de ce type-là. On pourrait aussi se dire que plutôt que d'avoir des agents conversationnels qui répondent à tout et n'importe quoi et qui racontent aussi beaucoup de bêtises, on pourrait plutôt développer des petits modèles spécialisés
qui ont des fonctions spécifiques pour un but spécifique, pour une tâche spécifique que telle entreprise, tel groupe, telle institution a décidé collectivement d'automatiser parce que ça libérait un certain nombre de personnes d'un certain nombre de tâches qu'ils n'avaient pas envie de faire. Donc là, dans ce cas-là, pourquoi pas? Mais c'est pas pour ça qu'on doit avoir tous, tout le temps, en permanence, un chatbot dans notre poche, vous voyez. Et en plus, c'est très coûteux d'un point de vue écologique et environnemental. J'en parle un petit peu dans le livre, même si j'ai pas beaucoup insisté là-dessus lors de notre entretien, mais c'est des choses qui sont bien connues maintenant. Et du coup, le fait de développer des petits modèles beaucoup plus spécialisés sur des jeux de données contrôlés, c'est aussi beaucoup plus intéressant d'un point de vue environnemental et écologique. Donc je pense, si vous voulez, qu'il y a beaucoup de choses à faire collectivement pour transformer cette situation numérique qui est la nôtre aujourd'hui. Et comme le disait Bernard Stiegler, nous sommes dans une phase extrêmement angoissante au sens où c'est la disruption. Donc il y a des innovations permanentes qui apparaissent très vite, les rythmes sont accélérés et il est très difficile de temporiser avec de nouveaux savoirs, de nouveaux collectifs, de nouvelles institutions, de nouvelles règles. Mais en même temps, voilà, c'est le changement d'époque que nous traversons et donc on ne peut pas renoncer en fait à adopter ce milieu numérique-là. Il reste juste à essayer, à se lancer. Ça ne sert à rien de... Tu sais, je sais que vers la fin de sa vie, Stiegler avait tout le concept de penser, mais penser aussi. Fait que de prendre soin, de ne pas tomber dans des passions tristes qui mènent à rien. Oui. Bernard Stiegler disait quelque chose de très intéressant, je trouve, sur le pessimisme et l'optimisme. En fait, il disait, d'une certaine manière, donc il soutenait que lui n'était ni optimiste ni pessimiste, mais que, en fait, finalement, l'optimisme ou le pessimisme, ce sont deux attitudes un peu passives par rapport au devenir. Parce qu'en fait, le pessimiste, il dit « Ouh là là, rien ne va plus, c'est la catastrophe et il regarde en fait la catastrophe. Et puis parfois, il la décrit, etc. Voilà, vous avez beaucoup d'intellectuels aujourd'hui qui décrivent la catastrophe. Bon, d'accord. Et puis, l'optimiste, au contraire, il dénie la catastrophe. Donc, il dit « Bah non, il n'y a rien qui se passe, tout va bien. Et puis, de toute façon, tout ira pour le mieux, il n'y a pas de problème. » Et en fait, c'est deux attitudes passives à l'égard du devenir, comme si on ne faisait pas partie de ce devenir en fait, et qu'on en était spectateur. Et ce que j'en conclus, d'après disons cette interprétation que je fais de ce que dit Bernard Stiegler, c'est que il s'agit ni d'être optimiste ni d'être pessimiste. Il s'agit d'être critique, analytique, donc de critique pas forcément au sens négatif, mais au sens de Kant, c'est-à-dire au sens d'analyser les conditions de possibilité, en l'occurrence d'un système technologique et industriel qui là court à sa perte, qui est extractiviste sur tous les plans des ressources matérielles, naturelles et sur les plans des ressources cognitives symboliques, d'analyser ça, de comprendre les risques et les enjeux, et puis de chercher des alternatives, des solutions, et qu'on va pas trouver tout seul, mais qu'on peut trouver collectivement en s'impliquant et en travaillant avec des collectifs qui portent des initiatives et je pense que de cette manière-là, on peut se redonner un petit peu d'espoir, même quand la situation globale semble ou est un peu désespérée. Oui, catastrophique. Voilà. Ouais. Bon, merci beaucoup, Anna Lombert, le livre de la bêtise artificielle. Et puis, c'est ça. Puis, je pense que ça conclut bien la discussion avant que